Face à lui, une autre japonaise et son robot chauve-souris. Combattez! À Tokyo, un stade commence à accueillir des centaines de personnes. Bonjour, bienvenue. C'est le temple du sport traditionnel japonais, le sumo. Mais aujourd'hui, à l'heure de la pesée, les sumotori ont perdu quelques quintaux. Les concurrents doivent faire moins de 3 kilos. Parfait. Voici la 27e édition de Robo Sumo, la plus vieille et la plus importante compétition de combat de machines au monde. Des équipes de 16 pays différents vont s'affronter pendant quelques secondes. Attention, prêt? Combattez! Le principe est simple, il y a un cercle aimanté et 2 robots munis de détecteurs de mouvement. Ils doivent essayer de s'expulser de la plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas télécommandés. Éliminez! Parmi les candidats qui viennent défier les maîtres japonais, voici Pierre-Marc, Charles et Jérôme. C'est même la première fois que le Canada participe. Venus de Montréal donc. Ils sont ingénieurs et passionnés par les robots. Ils ont tout payé de leur poche, le voyage, comme leur machine. Le plus de nos Québécois, un moteur très puissant avec des roues autobloquantes. Donc on a mis aussi beaucoup d'aimants pour que dans le fond c'est des arènes de métal, donc on veut vraiment coller à l'arène. Un peu stressé, mais je pense qu'on est quand même optimiste. C'est quand même dur d'évaluer les autres robots parce qu'à l'œil on peut pas savoir la puissance qu'ils ont. Donc mais je pense qu'on est très optimiste pour avoir des bonnes performances. Donc pour l'instant, les Japonais, ça reste les leaders des combats de robots. Oui, vraiment, c'est une catégorie à part. Oui, vraiment à part. En coulisses, tous les concurrents s'affairent autour de leur machine. Dernier préparatif avant de pénétrer dans l'arène, pour ceux qui n'ont pas été vaincus par le décalage horaire. Début du concours, le tirage au sort les fait affronter une équipe turque. Mais rien ne se passe comme prévu. 1, 2, posez! Tabernacle, ils sont éliminés. On y a glissé en dessous de nous autres, puis on a reviré à l'envers. C'est la vie. Le concours se poursuit sans eux. Ah vous venez du Mexique? Lui, c'est monsieur Takayuki, le grand favori de l'épreuve. Cet ingénieur à la retraite a déjà remporté 4 titres ici. Mon point fort, c'est cette lame. Avec cette lame, mon robot peut passer sous l'autre et l'arracher du sol. Surtout, il y a un logiciel de détection capable d'attendre le meilleur moment pour attaquer, trouver le point faible et retourner l'adversaire. Dès les premiers tours, la machine de monsieur Takayuki écœure ses adversaires. Il élimine le Mexique, la Pologne et la Colombie. Victoire à gauche! Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ils utilisent des pièces et des moteurs plus petits que nous, mais ils sont plus rapides. Et leurs aimants collent mieux au sol. On ne sait pas comment ils font. Monsieur Takayuki est en finale. Au Japon, les robots sont plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Adopté par monsieur Yamaguchi. Son truc à lui, parmi les dizaines de concours du pays, ce sont les combats de robots samouraïs. Cet ingénieur de 33 ans, fou de robotique, nous entraîne dans le quartier d'Akihabara. Bonsoir. Là où les geeks viennent chercher les pièces détachées de leur bébé de métal. Je viens pour faire mes derniers essais. Dans ce magasin spécialisé, il vient perfectionner son robot samouraï et le mettre au point. C'est la 8e machine qu'il construit, pièce par pièce. Grâce à des capteurs 3D, son bras articulé repère seul sa cible, ici de couleur jaune, et décide du meilleur mouvement à effectuer, quelle que soit sa position. Ah oui, il faut encore que j'améliore ça. C'est la partie théorique, la programmation du logiciel qui est la plus compliquée, pour prévoir tous les mouvements du robot.
Monsieur Yamaguchi passe 3 heures par jour sur sa dernière création qui lui a coûté 1 million d'euros en pièces détachées. Ça vaut le coup. Surtout si je peux m'amuser et le montrer aux autres. Ce sera pour demain. Il participe à un concours de robots samouraïs. Bienvenue à Yokohama, à 1 heure de train de la capitale. Ici, pas de stade réservé. Rendez-vous dans cette école municipale pour une vingtaine de mordus de robotique. Mais c'est très sérieux. Il y a un arbitre de kendo, l'escrime japonaise, qui est là pour compter les points. Et le vainqueur empochera 4 000 euros. C'est parti. Je ne sais pas si je peux gagner, mais mon robot est prêt. Pas de chance pour lui, il doit affronter son meilleur ami au premier tour. Monsieur Yamaguchi a été mon maître dans l'apprentissage des robots. C'est donc un combat entre le maître et l'élève auquel vous allez assister. Et comme le veulent les légendes des mangas, j'espère que c'est l'élève qui va l'emporter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Combattez! Touche bleue! La légende dit vrai. Monsieur Yamaguchi est éliminé. Et vous pouvez applaudir le vainqueur. Le concours se termine avec l'élève sur le podium et un lot de consolation pour le maître, celui de la meilleure innovation pour son logiciel de combat. Retour au temple du sumo, à Tokyo. Le concours bat son plein. Les concurrents ne font qu'un avec leur drôle de machine. Et chacun sa technique. La toupie pour expulser l'attaquant. Ou le torero avec un drapeau pour tromper l'adversaire, même si ça ne marche pas à tous les coups. Certains robots meurent sur scène. Nous retrouvons Monsieur Takayuki, le favori pour le titre de champion du Japon. Face à lui, une autre japonaise et son robot chauve-souris. Combattez! Nouvelle victoire de Takayuki, quintuple champion. Pourquoi tout ça est-il si important pour vous? Certaines technologies contribuent au bien-être de la société et peuvent être une source de bonheur. Elles facilitent la vie des gens. Des robots remplacent déjà certains ouvriers sur le site de Fukushima, par exemple. Mais avec ce concours, le Japon prépare aussi ses Jeux Olympiques, organisés à Tokyo en 2020. Pour la première fois, il y aura une compétition de robots contre des êtres humains et les Japonais comptent bien remporter cette médaille-là. Vous savez, avant de rentrer dans cette industrie, j'ai longtemps hésité. Mais j'avais toujours rêvé de vivre une autre vie, d'être quelqu'un d'autre. Et c'est cela que le porno m'a apporté. Salon annuel du porno à Tokyo. Des milliers d'amateurs de films cochons se bousculent pour admirer leurs acteurs et actrices préférés. Dans les travées, un paisible retraité, Monsieur Tokuda. Lui n'est pas un simple fan, c'est une vedette. Vous vous souvenez de ce film qu'on a tourné ensemble il y a quelques années? Oui, ça me revient. Ça fait plaisir de vous voir. Vous n'avez pas changé. Quelle énergie! Elle a vraiment un très beau cul. À 81 ans, Monsieur Tokuda est l'un des acteurs X les plus connus au Japon. Il est fantastique, c'est un vrai mec, notre maître à tous. Je regarde beaucoup de porno, mais lui je l'adore, j'ai vu tous ses films. Cet ancien agent de voyage, marié, père et grand-père, a commencé à jouer dans des pornos à 59 ans, l'âge de sa retraite. C'est l'une de ses connaissances qui lui a proposé. Depuis, il a tourné dans plus de 350 films et ne veut surtout pas s'arrêter. C'est l'acteur X, le plus âgé au monde. J'ai fait l'amour avec beaucoup de jeunes actrices. Mais il m'est aussi arrivé de faire ça avec des plus vieilles.
La première fois, elle avait 71 ans. Ça m'a un peu surpris. Mais je pense aujourd'hui que le porno pour les vieux est nécessaire. J'encourage le maximum de personnes âgées à nous rejoindre. Le porno pour les vieux, une invention japonaise qui cartonne. Le principe, le public et les acteurs sont des personnes âgées. Ici, 25% des films pour adultes sont destinés à des vieux adultes. Le style a même un nom, le silver porn, le porno argenté, référence aux cheveux gris. La raison du succès, sans doute la moyenne d'âge de la population japonaise, la plus élevée au monde. Quelques jours plus tard, dans les locaux d'une entreprise proprette de Tokyo, nous sommes chez l'un des plus importants producteurs de silver porn. Le patron n'a pas de mal à trouver des spectateurs, 52 ans d'âge moyen. Pareil pour les acteurs. Bonjour. Vous êtes prête? Aujourd'hui, 2 femmes viennent auditionner, dont Jeannette Aïe, 48 ans. Nous avons une série de films qui s'appelle Madame Lune. C'est l'histoire d'une femme au foyer normale qui, les nuits de pleine lune, se tape tous ses domestiques. Génial. Et puis le lendemain, elle est à nouveau normale. C'est mon idéal de vie. Jeannette est divorcée et mère d'un enfant. Alors, imagine que cette caméra est un masochiste, je veux que tu me mates et que tu me chauffes doucement. Elle a caché à son entourage sa deuxième vie. Elle le promet, le secret est bien gardé. Dans la résidence où je vivais, l'un de mes voisins m'a reconnu. Un jour, il avait bu. Il est venu me voir et il m'a dit « J'ai vu tes films ». J'étais sous le choc. J'ai pris peur et j'ai décidé de déménager. Si d'autres personnes me reconnaissent, je répéterai « Cette femme me ressemble, mais ce n'est pas moi », même si les gens sont sûrs que c'est moi. Je ne veux pas les mêler à ça. Je ne veux pas souffrir et mettre ma famille et mes amis là-dedans. Car ils n'approuveraient pas. Ils méprisent les acteurs porno. Et pourtant, elle tourne. Le producteur nous explique que beaucoup d'actrices divorcées en ont besoin pour payer leurs factures. Mais Jeannette ne veut pas parler d'argent. Elle évoque d'autres motivations. Quand j'étais petite, en regardant mes parents, je pensais que je ne serais jamais excitée ni désirable à leur âge. Mais maintenant, j'ai dépassé l'âge qu'ils avaient à cette époque. Et dans ma vie, il y a toujours de la sensualité, de l'émotion, de la découverte par le sexe. Je ne le dis pas à mes amis. Mais être actrice pour moi, c'est vraiment rester femme. Merci. Merci infiniment. Quand le producteur dégote des actrices, le tournage peut commencer. Particularité du silver porn, la richesse du scénario. Maintenant, c'est ton tour. Avec mon poison, je vais te faire souffrir. Ok, parfait, plan suivant. Et aussi les décors. Ici, il n'y a pas que les acteurs qui sont vieux. C'est dans ce genre de maison que nous avons grandi. Personne ne peut oublier le décor de son enfance. Moi, voir tout ça, ça me rend nostalgique. Dans ce film, les femmes sont beaucoup plus jeunes que les hommes. Regardez ce kimono. Je n'ai jamais porté un truc comme ça. Mais c'est très beau. On m'a même donné une culotte en coton dans le style d'autrefois. Et je n'ai pas de soutien-gorge. Car à cette époque, c'était la guerre et les femmes n'avaient plus d'argent pour s'en acheter. Et regardez cette théière. On n'utilise plus ça aujourd'hui. Et ce cuiseur, tout est d'époque. À côté du matériel d'époque, des personnages de messieurs plus ou moins vieux et plus ou moins nobles. Il y a le voyeur, par exemple. Et puis il y a Ruji Muriyama. Je suis le plus poilu des acteurs porno japonais. Le plus beau aussi.
Merci. Merci à vous. Rougy le reconnaît, pour ses tournages, il a besoin d'un petit remontant. 1 heure avant chaque scène, je dois me faire un petit cocktail de pilules. Pour leur performance, certaines collègues de Rougy peuvent gagner jusqu'à 20 000 € par mois. Sur les plateaux les plus modestes, les acteurs ne touchent que 300 € par film. Monsieur Tokuda, lui, n'a pas de problème d'argent. Le porno lui assure une retraite confortable. C'est par ici. L'avantage du silver porn, ces consommateurs achètent encore des DVD, quand les plus jeunes vont gratuitement sur Internet. Cette série avait très bien marché. Ce sont des films cultes et on continue à les vendre très bien. Mais ce n'est ni l'argent, ni la gloire qui ont motivé le vieux monsieur à ses débuts. Vous savez, avant de rentrer dans cette industrie, j'ai longtemps hésité. Mais j'avais toujours rêvé de vivre une autre vie, d'être quelqu'un d'autre. Et c'est cela que le porno m'a apporté. J'espère pouvoir continuer encore de nombreuses années. Le silver porn est promis à une longue vie. C'est le secteur du porno qui connaît la croissance la plus forte au Japon. Monsieur Tokuda, lui aussi, veut vivre vieux. Il assure vouloir tourner des films jusqu'à sa mort. C'est un grand jour pour Akiko Usui. Elle choisit son kimono de mariage. La séance d'essayage dure des heures, évidemment. Le blanc à fleurs, le rouge, non le violet, à moins que ce soit le noir à motif jaune. Je ne sais pas si je peux dire que je me sens spéciale ou si j'ai le premier rôle. Mais je n'ai pas tellement d'occasion d'être traitée comme ça. Je me sens juste heureuse. Akiko est totalement relookée pour son mariage. Kimono, nouvelle coiffure et tutti quanti. Il ne lui manque que le fiancé. En fait, tout ça c'est du flan. L'idée est de vivre les sensations d'un jour de mariage, même s'il n'y a pas tout ce qui va avec. Akiko a 38 ans, elle est célibataire depuis 10 ans et ne trouve pas de mari. Pas grave, au Japon on peut désormais se marier tout seul, et ça n'a pas l'air de déprimer l'intéressé. On n'a pas vraiment besoin d'avoir un fiancé. En fait, on peut s'amuser sans eux. Donc ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dans la recherche d'un partenaire. C'est l'agence de Yukiko Inoue qui a inventé le concept du mariage en solo. Depuis qu'elles sont petites, les Japonaises rêvent de porter une robe de mariée un jour. Mais le temps passe et elles sont toujours célibataires. Elles n'ont aucune perspective de se marier et elles se disent qu'elles vont finir leur vie sans avoir pu porter une robe de mariée. Et ça marche. Lancée en juin dernier, sa nouvelle formule affiche complet malgré son prix, 3 000 €. Yukiko surfe sur le déclin de l'amour au Japon. L'archipel est le pays du célibat. La moitié des femmes et plus de 60% des hommes de 18 à 34 ans ne sont ni mariés ni en couple. Et ça, le gouvernement ne peut plus le tolérer. Le Japon vieillit trop, il n'y a pas assez d'enfants. Le pays risque de perdre un tiers de sa population d'ici à 2060. Alors les autorités investissent 25 millions € par an pour promouvoir les rencontres. En voiture. Nous sommes dans la province de Gifu, dans l'ouest du pays, avec un sauveur de l'amour payé en partie par l'État, un animateur de speed dating. J'imagine que vous êtes encore un peu tendu. Y a-t-il des gens parmi vous qui prenaient le train pour aller à l'école? Moi, c'était mon cas. J'aimais beaucoup le train, car c'était l'occasion de regarder les filles des autres écoles. C'est cette petite excitation que j'aimerais que vous ayez aujourd'hui. Dans le train, la préfecture de Gifu a livré 40 célibataires aux mains du redoutable Ryusuke. Ça le fait d'être comme ça, accroché à la poignée et de découvrir par hasard que la femme assise en face de vous vous plaît? Vous ne trouvez pas? De quoi vous avez honte, les mecs? Terminus, tout le monde descend. C'est l'heure de la balade au bord de la rivière. Ryusuke a réussi à créer 3 couples aujourd'hui.
parce qu'il connaît la mentalité japonaise, nous dit-il. Les Japonais font vraiment attention au regard des autres. Ils ont peur de passer pour des prétentieux s'ils mettent trop d'ambiance, par exemple. Il y a donc peu de rencontres dans le cercle proche. Je me suis rendu compte que la communication se faisait mieux entre personnes qui viennent de loin, comme aujourd'hui. Et pour les cas les plus difficiles, les autorités ont prévu l'artillerie lourde. À Tokyo, nous assistons à ce qu'on appelle ici un mashikon. C'est Cupidon version Godzilla. Un speed dating gigantesque où on peut manger, boire et plus si affinité. Aujourd'hui, 10 000 participants sont rassemblés pour cette grande foire de l'amour, comme Megumi et Shiori. Je fais parfois des rencontres par le biais d'amis qui me présentent quelqu'un. Mais de manière générale, je fais peu de rencontres au boulot. C'est pour ça que je viens ici pour trouver quelqu'un. Première étape pour ces deux infirmières, coller un maximum d'informations sur l'étiquette qu'elles portent autour du cou. Par exemple, être l'aîné de la famille n'est pas un bon point car l'aîné s'occupe des vieux parents, pas terrible pour draguer. Le groupe sanguin fait aussi partie des critères qui peuvent faire la différence. Avec le groupe sanguin, on peut deviner à peu près le caractère de la personne en question. Quand on se retrouve avec une personne du même groupe sanguin, le contact passe plus facilement. Elles partent en chasse. En 2 minutes, elles sont attrapées par une hôtesse. Il faut aller vite. Vous êtes bien deux ce soir? Oui. Partons donc à la recherche de 2 hommes. Y a-t-il 2 hommes venus ensemble ce soir? Ah, j'en ai déjà trouvé. Je vous invite à faire connaissance, car c'est un lieu de discussion libre. Je mets les pieds dans le plat. Vous êtes sœurs jumelles? Pas du tout. Vous êtes sœurs alors? Pas du tout. Il va falloir faire mieux. Les participants n'ont que 2 heures pour scorer. L'événement est soutenu par le très sérieux groupe de parlementaires pour les rencontres amoureuses. Les députés ont même inventé une grosse peluche rose pour motiver les participants. Voici la mascotte Miaou-chan. C'est l'animal de compagnie de Cupidon. Elle est descendue au Japon pour chercher des cœurs en mal d'amour. Elle se rend souvent dans des lieux comme ici qui fourmillent de cœurs à prendre pour rendre les gens heureux. Le groupe des parlementaires pour les rencontres amoureuses a pour objectif de mettre en avant les bons côtés du mariage et d'inciter les jeunes générations à franchir le pas pour qu'ils fassent beaucoup d'enfants et qu'ils vivent heureux. C'est ça qui redonnera du souffle à la société japonaise. L'État fait son maximum donc, mais il n'est pas seul dans la lutte. Ces dernières années, d'autres font leur possible pour motiver les jeunes couples, les prêtres. Dans la banlieue de Tokyo, un temple shinto-bouddhiste propose d'intercéder auprès des divinités pour que les Japonais trouvent l'âme sœur. 50 € la journée. Baissez la tête, joignez vos mains et inclinez-vous. Ensuite, les participants prennent la route d'une cascade d'eau gelée. L'un après l'autre, au son des incantations, ils crient leur souhait le plus cher. Faites que je rencontre une petite amie. Grâce à l'eau de la cascade, vous avez tous reçu le pouvoir du dieu Fudo-Myo. Si Miaou-chan la mascotte, le speed dating et même l'aide des dieux ne suffisent pas, il reste toujours le mariage en solo. Akiko pose dans une jolie forêt de bambou à Kyoto pour sa séance de photos toute seule. Ça n'aidera pas à repeupler le Japon, mais au moins, ça soutient l'économie locale. À 1 heure de route de Kyoto, Saidaji, le grand temple bouddhiste de l'ouest du Japon. Je viens d'atterrir
et j'ai l'impression que c'est moi qui suis à l'ouest. J'entends des voix. Là, on arrive en plein milieu d'une cérémonie bouddhiste qui marque le début du festival de Hadaka Matsuri. En gros, ça veut dire le festival des gens tout nus. Des moines qui prient pour un festival à poil, une fête religieuse très sérieuse, célébrée depuis plus de 500 ans au Japon. Le principe, enfiler un slip façon sumo et se battre pour attraper une amulette porte-bonheur. Chaque année, 10 000 hommes se risquent à y participer. Il y a toujours des blessés et parfois même des morts. À la veille de la cérémonie, on a rendez-vous pour le petit déjeuner chez Monsieur Nishigami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tenez, voici des pantoufles. Ce garagiste participe au festival depuis 25 ans, mais n'a jamais réussi à attraper la fameuse amulette. Comme l'amulette porte-bonheur, celui qui l'obtient va être heureux pendant 1 an. Beaucoup de gens vont prendre soin de lui. Sa vie sera totalement différente. Tout le monde veut l'attraper. On se prépare pour ce jour-là toute l'année. Comment vous vous sentez quand votre mari se jette dans la foule pour attraper l'amulette? Êtes-vous inquiète? Je m'inquiète pour lui, bien sûr. Mais comme il est grand et costaud, je me dis que ça va bien se passer. Vous êtes fort. Je suis timide. Timide, mais pas farouche. Pour les puristes comme ce sexagénaire, les préparatifs du festival ont démarré il y a 2 semaines. Monsieur Nishigami fait partie du noyau dur des participants, de ceux qui se lèvent tous les matins, 2 semaines avant le jour du festival, pour aller se baigner dans l'eau froide. Un rituel aussi physique que spirituel. Pour se purifier avant la grande cérémonie, les croyants font leur prière dans l'eau glacée. « 10 degrés. Ça ne donne pas du tout envie, mais je suis quand même tentée par l'expérience. Là, on voit bien qu'ils ont le corps tout rouge, genre ils ont vraiment eu froid, quoi. Pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de participer à cette cérémonie tout en testostérone. Depuis quelques années, la partie prière dans le bassin gelé nous est accessible, mais pas celle de la lutte pour l'amulette. J'ai trouvé quelqu'un pour me servir de guide. Ina Yamashita, une jeune mère qui prend part au rituel depuis 4 ans. Ina s'occupe seule de sa fille qu'elle a eue à 17 ans. Elle a arrêté ses études et vit de petits boulots. Ça, c'est quand on fait la prière. À l'origine, c'est une fête réservée aux hommes. Pourquoi y participez-vous? Je pense que les prières, les croyances n'ont pas de sexe. Cette cérémonie me rend plus forte, elle m'endurcit. Elle me donne du courage pour affronter la nouvelle année. Vous avez l'air frigorifié sur cette photo. Oui, il fait extrêmement froid lors de la cérémonie. Ça fait un peu peur. Ne vous inquiétez pas, personne n'en meurt. Ok, ça me rassure. Le jour J, ce sont les garçons des écoles de la ville qui ouvrent la cérémonie. Il pleut, hein? Mais c'est pas grave, ça va pas les décourager.
Ils ont entre 6 et 12 ans et cette fête est pour eux un rituel initiatique où ils font tout comme leur papa. Les petites filles n'ont pas le droit de participer. Les enfants, trempés, se battent à main nue pour attraper des répliques d'amulettes. Ça, c'est la version miniature du combat qui va avoir lieu ce soir. Il fait à peine 2 degrés. On se demande comment ils peuvent ne pas attraper froid. Mais pour le moine, à la tête de la cérémonie, c'est un mal nécessaire. En grandissant, les enfants vont rencontrer des difficultés. Je voudrais qu'ils aient la force de ne pas abandonner, de se relever s'ils tombent, de continuer à se battre. Puis c'est au tour des adultes de se jeter à l'eau. Les organisateurs ont prévu une salle à l'écart pour les femmes qui participent. Nous sommes une trentaine à enfiler la tenue traditionnelle du festival. Il fait hyper froid. Un poil plus habillé que celle de ces messieurs. Ina s'assure que je respecte bien le rituel. Trois passages dans le bassin glacé, entrecoupés d'un circuit dans le temple, où l'on prie en sanskrit, l'une des plus anciennes langues du monde, la langue des textes religieux bouddhistes. Retour au vestiaire, une demi-heure plus tard, j'ai la peau qui brûle. J'espère que je suis bien purifiée pour au moins 1 an. Après la version soft pour les femmes, la version trash pour les hommes. Ils viennent en groupe et prennent leur disposition au cas où. Qu'est-ce que c'est ? S'il se passe quelque chose de grave, si on perd connaissance ou qu'on se blesse, on inscrit notre groupe sanguin et le contact d'un proche sur ce papier. Et on le garde contre nous, bien au sec. Vous pouvez vous casser les côtes, donc ne vous approchez pas trop des parois. Essayez de ne pas tomber et accrochez-vous bien. Bonne chance. Les règles, lors de cette fête sacrée, il n'y en a pas, ou presque. L'alcool est interdit, les tatouages aussi. Une façon de chasser les yakuza du festival. Le danger, c'est de se faire écrabouiller. Dans 5 minutes, il va falloir qu'on évacue la zone. Ça va devenir trop dangereux pour nous de rester là. C'est le moment d'y aller, là. Les 10 000 participants se déchaînent pour pénétrer à l'intérieur de la foule, compacte. Agoraphobe, s'abstenir. Les amulettes sont lancées dans le noir. Des dizaines de fausses comme celle-ci. Et une vraie plus grosse, que voilà. Les rares chanceux qui s'en saisissent, s'ils respirent encore, doivent défendre leur trésor jusqu'à la sortie du temple. En fait, jusqu'au bout, ils peuvent se faire piquer l'amulette des mains. Tant qu'ils n'ont pas passé la porte ici, elle n'est pas encore à eux, ils peuvent se la faire voler. Après 3 heures de compression, la cérémonie prend fin. L'équipe de Monsieur Nishigami est rentrée bredouille. Ça va ? Oui, ça va. Je suis revenu sain et sauf. Je suis soulagé. Je réessayerai l'année prochaine. Finalement, le plus heureux des hommes, ce n'est pas forcément celui qui attrape l'amulette, mais tous les autres qui se maintiennent en forme toute l'année pour espérer un jour pouvoir l'emporter.
rideaux à moitié fermés, des piles d'habits au milieu des poubelles, du matériel informatique mélangé à de la nourriture et au milieu. Voici mon lit. Et là, c'est mon ordinateur. Des rideaux à moitié fermés, des piles d'habits au milieu des poubelles, du matériel informatique mélangé à de la nourriture et au milieu. Voici mon lit. Et là, c'est mon ordinateur. Ici, c'est là où je mange. Là-bas, il y a la cuisine. Non, ce n'est pas une déchetterie. C'est le studio d'un célibataire japonais de 40 ans. J'ai des trésors dans cette pièce. Je sais où ils se trouvent et je préfère que vous ne les piétiniez pas. Donc s'il vous plaît, n'avancez pas plus. Ce célibataire est un hikikomori. En français, on dirait un reclus. Il n'a pas rangé sa chambre depuis 5 ans. Il ne travaille pas et ne met pratiquement jamais le nez dehors. C'est sa mère qui lui apporte à manger. Il y a trop de choses qui me stressent quand je sors dans la rue. Et quand je rentre à la maison, je me sens soulagé. Masahiro n'est ni autiste, ni schizophrène. Il n'est pas agoraphobe non plus. Ce qui le terrorise, c'est la société japonaise, ultra compétitive. Au Japon, les gens deviennent hikikomori parce qu'ils sont mis de côté par la société. Dans mon pays, on n'accepte pas les personnes qui ne sont pas productives. Au Japon, il serait plusieurs centaines de milliers à fuir le monde extérieur. Au revoir. Merci pour tout. Pour venir en aide à ces reclus volontaires, un nouveau métier a fait son apparition. Consultant en hikikomori. Et dans ce secteur en pleine expansion, il y a une star, Masayuki Hiroka. Aujourd'hui, avec son équipe, il va aider des parents désespérés. Leur fils enchaîne les crises depuis plus de 20 ans. Quand il était étudiant, ce garçon a arrêté d'aller à l'école et il est devenu hikikomori. Un centre de soins lui est venu en aide et sa situation s'est améliorée. Mais finalement, il a rechuté. Les parents et le coach sont en contact depuis 3 mois. Aujourd'hui, Hiroka a décidé de passer à l'action. Il s'invite à l'improviste dans la chambre du jeune homme. Kenji, je suis désolé de te réveiller. Il y a quelqu'un qui est là pour te parler. Est-ce que tu veux bien l'écouter? C'est un peu inattendu, désolé. Désolé Kenji. Monsieur, vous pouvez sortir maintenant? Je suis vraiment désolé, mais j'aimerais parler avec toi. Je m'appelle Hiroka. Je dirige un centre de soutien pour les jeunes. Une longue phase de médiation commence. Kenji, je sais que tu ne causes aucun problème, mais tu as 38 ans maintenant. Je sais que tu as eu des soucis dans ta vie et que c'est pour cela que tu vis comme ça. Mais depuis de nombreuses années, tu as un rythme de vie complètement inversé. Une fois l'hikikomori en confiance, il faut le convaincre de sortir de chez lui. C'est le moment le plus délicat. Tu ne veux pas devenir indépendant maintenant? Bien sûr que je le veux. Très bien. Je comprends ce que vous dites, mais c'est compliqué pour moi. La négociation piétine. Le consultant perd patience. Je n'irai pas par 4 chemins. Rester cloîtré dans cette maison n'est plus une option. Pour éviter l'impasse, le consultant va appeler les parents en renfort. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai dit « Non, tu n'as plus le temps. Peut-être que vous, madame, ou vous, monsieur, vous pourriez monter, vous asseoir et lui parler. » Le père se jette à l'eau. Entre son fils et lui, la communication est totalement rompue. Ils n'ont pas échangé un mot depuis 5 mois. Avant que je meure, je veux te voir vivre de manière indépendante. Seulement après, je pourrai mourir. Et je rêve de ce jour. Ça ne doit pas être demain ou après-demain, mais ça doit être aujourd'hui. On est tous là pour ça aujourd'hui.
Et le plus tôt sera le mieux. Allez, relève ce défi. Oui, il faut que je relève ce défi. Oui, allez, fais-le maintenant. Après 4 heures de négociation, le jeune sort enfin de sa chambre. Je sais qu'on doit parfois tous prendre des décisions dans nos vies. Aujourd'hui, c'est l'heure pour moi. J'accepte d'être pris en charge par Monsieur Hiroka. On s'en remet à vous. Merci beaucoup. Pour les parents, c'est la fin d'un long cauchemar. Et pour le coach, c'est une jolie victoire. Au Japon, il y a des choses que je suis le seul à pouvoir faire. Moi, je suis capable de les persuader de sortir de chez eux, dans n'importe quel cas. Je n'ai jamais échoué jusqu'à maintenant. Pour une intervention comme celle-ci, Hiroka facture environ 1 000 €, hors frais de déplacement. Mais pour les parents, les dépenses ne font que commencer. Le jour même, Kenji sera interné dans l'une des 8 cliniques d'Hiroka. Car le coach ne se contente pas de sortir les hikikomori de leur chambre. Bonjour, salut. Bah alors, vous n'avez pas l'air en forme. C'est la chaleur? Il les remet aussi sur pied dans ses propres centres d'hébergement. Ici, la méthode est simple, effectuer les tâches du quotidien pour redevenir autonome. Tous les employés sont d'anciens hikikomori et M. Hiroka n'a aucun diplôme, mais il l'assume. Moi, je ne suis ni professeur, ni médecin, ni psychothérapeute. Quand j'étais à l'école élémentaire, j'ai été harcelé. Et ma vie est devenue difficile. Donc je comprends qu'il est parfois compliqué de se remettre sur les rails. Moi, je veux aider ceux qui se sentent seuls. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce business. Sa petite entreprise en pleine expansion génère déjà plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Hiroka s'est fait connaître dans le talk show le plus célèbre du Japon en faisant une entrée fracassante chez un hikikomori. Allez, maintenant sors! Ça fait 12 ans que tu es enfermé. Affronte la vérité et regarde-moi quand je te parle. Mais ces méthodes, parfois expéditives, ne font pas l'unanimité. Bonjour, bienvenue. Entrez. Mayako, elle aussi, s'occupe d'ikikomori. Mais c'est une adepte de la méthode douce. Ici, c'est le Neko Café. C'est un café où il y a beaucoup de livres sur le phénomène des hikikomori. Dans ce café associatif, Mayako reçoit depuis 5 ans ceux qui fuient la société. Pour elle, c'est en douceur qu'il faut sortir les hikikomori de leur isolement. Il ne faut pas les forcer. Au contraire, ce sont des gens très délicats et sensibles. Il ne faut pas leur faire peur. Il faut être doux. Ce qu'il fait là, ce coach, ça n'a aucun sens. Moi, je fais en sorte qu'ils aient envie de sortir et qu'ils ouvrent la porte d'eux-mêmes. Les dangers de la méthode forte, ce sont les anciens hikikomori qui en parlent le mieux. Regarde ça, Takaya. Ah, c'est horrible. Takaya s'est coupé du monde pendant 1 an, mais il a repris confiance grâce au Neko Café. Il fait aujourd'hui partie du personnel. Si on avait défoncé ma porte comme ça, j'aurais paniqué. Ça n'aurait rien résolu. Et je pense que cela m'aurait traumatisé. Je déteste la violence. Pour certains, la méthode musclée est à proscrire. Pour d'autres, elle semble plutôt efficace. Retour dans la clinique du coach Hiroka. Au bout d'1 semaine ici, Kenji, le patient délogé devant notre caméra, semble métamorphosé. Comment ça va? Tu as l'air de t'être bien intégré. Tu t'y es vraiment fait rapidement. Oui, ça a été rapide. Je vais mieux. Je me sens moins stressé. J'ai de moins en moins peur de l'extérieur.
Et Kenji se sent si bien qu'il insiste même pour nous montrer sa chambre. C'est là-haut, suivez-moi s'il vous plaît. Voilà, ça ressemble à ça. Les patients sont 2 par chambre, histoire de réapprendre à échanger et à tisser des liens. Moi, je n'ai jamais rien fait dans ma vie qui me donne le sentiment d'être fier de moi. Maintenant, je veux juste savoir que je peux être fier de moi. J'ai promis à mes parents que je ressortirai d'ici la tête haute. Kenji a retrouvé le sourire. Il se sent bien dans cette clinique. Et c'est tant mieux parce qu'en moyenne, les patients y restent 6 mois. Près de 200 résidents à raison de 1 500 € par mois. Masayuki Hiroka a de quoi être content.